Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Sénat de Côte d'Ivoire s'apprête à clôturer la première session de l'année 2026. Une session ouverte le 28 janvier dernier et marquée par des décisions majeures, entre autres l'adoption du plan national de développement 2026-2030, l'examen de nombreux projets de loi, un symposium international sur les collectivités territoriales, ainsi qu'une activité diplomatique assez soutenue. Mais derrière ces chiffres et les textes, une question demeure: quel impact réel pour les différentes populations? Le Sénat joue-t-il pleinement son rôle? Voici les questions qu'on va aborder au cours de ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Et justement, notre invité de la rédaction, les personnes que le vénérable Djoua Kei Edouard. Bonsoir, vous êtes président de la commission sécurité et défense du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait beaucoup plaisir qu'on vous reçoit sur ce plateau. Alors, vénérable, avant de rentrer dans les détails, on va prendre un peu d'auteur. J'ai bien envie de savoir ce que vous pensez du bilan global, le bilan global que vous faites de cette première session de l'année 2026. Écoutez, cette année a été une année très riche en termes de travaux parlementaires, riche en termes d'échanges avec nos mandats, notamment les collectivités et la population, riche également en travaux de la diplomatie parlementaire avec les échanges avec différents au Sénat ou autres organisations internationales avec lesquelles nous avons pu échanger de façon fructueuse. D'accord. Donc c'est une année qui est pleine en termes de travaux parlementaires, qui est également pleine en termes de diplomatie parlementaire. Alors, je le disais tantôt en introduction, c'est une session qui a été marquée par l'adoption à l'unanimité du PND 2026-2030. Pourquoi ce texte-là est considéré aujourd'hui comme l'un des plus importants de ces dernières années? Écoutez, je pense que la gouvernance du président Alassane Ouattara a introduit des éléments forts ou mis l'accent sur des éléments forts qui aujourd'hui permettent de marquer l'empreinte de notre pays, aussi bien au niveau de la population qu'au niveau international. Et je pense que l'une des attractions de notre pays, c'est également le sérieux du plan national de développement que la Côte d'Ivoire exécute depuis 2012, soit un peu plus de 14 ans maintenant. Évidemment, nous en sommes à celui de 2026 à 2030. Et ce plan, je dirais que c'est la confirmation des autres plans, en ce sens qu'il est robuste, il est ambitieux, mais il est réalisable. Il est robuste, il est ambitieux, il est réalisable, mais de façon très concrète. Pour vous, qu'est-ce qui peut améliorer concrètement le quotidien des Ivoiriens? Je crois que le programme 2025-2030... 2026-2030? Oui, le programme le président est élu en 2025. Ok, d'accord. Donc, et son programme qui est la solidarité et surtout ce que nous appelons la Grande Côte d'Ivoire. Et ce plan, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de chiffrer la Grande Côte d'Ivoire dont nous rêvons. Il permet à chaque Ivoirien, à chaque partenaire de la Côte d'Ivoire de savoir exactement de quoi parle la République de Côte d'Ivoire lorsqu'elle parle d'une grande nation. Une nation qui est grande non seulement par ses infrastructures, et ça c'est maintenant su. On sait que dans les mandats précédents, le président de la République a démontré, a amélioré les conditions de vie, les conditions de déplacement des Ivoiriens. Il a amélioré le cadre de vie d'ailleurs des Ivoiriens. Il a mis le focus sur les femmes, sur les jeunes. Vous parlez d'amélioration, il y a encore beaucoup d'Ivoiriens qui se plaignent de la cherté de la vie quand même. Évidemment, nous comprenons et voilà ce qui explique d'ailleurs notre engagement et ce qui me réjouit par rapport au plan, le PND 2026-2030, parce que justement, ce PND-là permet de concentrer l'action de l'État sur l'homme. Nous sommes arrivés dans un contexte d'insécurité, d'absence du gouvernement
au niveau de nos territoires. Donc, il fallait sécuriser la Côte d'Ivoire. Il fallait implanter l'administration à travers le territoire. Vous êtes sans ignorer que pendant plus d'une dizaine d'années, il y avait des territoires de la Côte d'Ivoire où l'action de l'État était absente du fait de la guerre. Donc, il a fallu donc faire la prise en main de notre territoire et de nos populations, sécuriser notre pays dans un environnement qui est très challengeant. Je parle en tant que président de la Commission sécurité et défense et je sais ce que le gouvernement a dû faire pour stabiliser et aujourd'hui isoler de façon positive notre pays dans Vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Donc la Côte d'Ivoire est sécurisée. C'était une urgence. Pour qui connaît la Côte d'Ivoire en 2010, 2011, 2012, c'était une urgence. La Côte d'Ivoire est sécurisée, d'accord, mais beaucoup d'Ivoiriens estiment qu'ils ont encore faim. Beaucoup d'Ivoiriens estiment qu'ils n'ont pas de travail, alors que vous disiez tantôt qu'il y a de l'amélioration. À cela, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, c'est justement ce dont je parlais. C'est un processus. C'est vrai, tout était urgent à la fois. Il n'y avait pas de travail. Il y avait des problèmes même de production nationale, mais il fallait commencer quelque part. Il fallait d'abord stabiliser la Côte d'Ivoire. Une fois la Côte d'Ivoire est stabilisée, il fallait que les Ivoiriens puissent se déplacer. Donc, investir dans la mobilité. Dans les infrastructures. Et une fois les infrastructures mises en place, il fallait remettre la Côte d'Ivoire au travail. La Côte d'Ivoire au travail. La Côte d'Ivoire au travail. Justement. Les enfants, les jeunes à l'école, les femmes désormais engagées à travers le programme FAFSI, par exemple, que je peux citer, les femmes également engagées. Et aujourd'hui, maintenant que nous avons stabilisé plus ou moins la situation sécuritaire du pays, nous avons des infrastructures, nous avons les écoles, les universités qui permettent aux enfants, aux cadres de demain de se forger. Il faut maintenant traiter chaque Ivoirien de manière à faire reculer la souffrance, la cherté de la vie dont on parle tant. Et c'est certainement dans ce cadre que s'inscrit le plan national de développement dont vous parlez tout à l'heure, qui prévoit plus de 114 milliards de francs CFA d'investissement. Comment est-ce que là, on vient s'assurer que ces ambitions ne restent pas seulement sur du papier? Je pense que pour juger de ce qui pourra arriver, il faut déjà jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Vous m'aurez posé cette question en 2011, comment pouvoir stabiliser au plan sécuritaire de la Côte d'Ivoire? Vous n'auriez pas eu de réponse? Beaucoup de personnes vous diraient, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire peut être un pays sécurisé. Mais aujourd'hui, c'est un vieux souvenir, la Côte d'Ivoire jouit d'une sécurité. Au-delà de la sécurité? De 2015 à 2020, vous me diriez, mais comment peut-on faire pour pouvoir stabiliser l'économie de la Côte d'Ivoire, un pays qui sortait du plan PPT? Certains pourraient douter. Mais aujourd'hui, on sait que les agrégats de notre économie sont au vert. Donc, sur cette expérience et vu la capacité de notre gouvernement à transcender les défis, je peux vous assurer que quand je vois les données de plus de centaines de milliards de francs, de nos francs, je suis convaincu que pour les 5 années à venir, nous allons maintenant nous intéresser à ce qui est le capital humain, donc gérer les problèmes de cherté de la vie au plan, je dirais micro, au plan individuel. Vous allez me permettre de rester toujours sur l'actualité économique, cette fois pour parler d'orientation budgétaire. C'était le sujet au cœur de la rencontre entre le ministre de l'économie, M. Adama Coulibaly, et les différents sénateurs. Le ministre de l'économie, des finances et des budgets annonce une croissance moyenne de 6,8% sur la période 2027-2029. Dans le contexte mondial actuel, est-ce que vous pensez qu'un tel objectif est pleinement réaliste? Écoutez, je dis oui, il est réalisable parce que ce ne sont pas des chiffres que le ministre a émis comme ça pour plaire. Mais c'est le résultat du travail qui est fait et des projections responsables qui ont été faites pour produire ces chiffres qui sont énoncés. D'ailleurs, cela a été vérifié par le passé. Tous les chiffres que le gouvernement de Côte d'Ivoire avait annoncés se sont avérés
confirmé dans les faits et dans la gestion nationale. Et je pense que c'est ce que nous pouvons utiliser comme repère pour dire que ces chiffres-là pourront être atteints. À propos des orientations, allez-y. D'ailleurs, en 2020, la Covid-19 est passée en Côte d'Ivoire, passée partout au monde. La Côte d'Ivoire était l'un des rares pays à faire une croissance un peu regardable, je dirais, par rapport à des grandes puissances. Les États-Unis, la France, l'Allemagne. Allez-y voir la croissance de la Côte d'Ivoire 2020, 2021, 2021, 2022. Donc, nous avons une résilience que les autres ont besoin, que certains pays doivent venir même étudier parce que nous réussissons, nous avons une économie résiliente, nous avons une gestion saine et nous avons une vision claire quant à ce que nous voulons faire de notre pays. Je revenais sur le débat d'orientation budgétaire, justement, qui est un exercice quand même important pour le Parlement. Justement. Est-ce que le Sénat est capable d'influencer les choix stratégiques du gouvernement? Alors, parlant de débat d'orientation budgétaire, en quoi cela consiste? Pour pouvoir préparer le budget de l'année N+1, c'est-à-dire pour préparer le budget de 2027, il y a des étapes qui sont initiées par le ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit, sur la base des projections dont dispose le ministère de l'Économie et des Finances, il faut rencontrer les acteurs nationaux pour discuter, prendre leur avis, intégrer leurs propositions à l'effet de bâtir un budget qui sera voté dans la deuxième session parlementaire. Donc l'exercice qu'il y a eu ici, le ministre de l'Économie et des Finances est venu rencontrer la Chambre haute du Parlement ivoirien pour pouvoir solliciter son avis, présenter déjà ce qu'il a comme lecture économique pour d'autres pays, comme grande orientation budgétaire pour notre pays, et prendre l'avis donc des sénateurs. Alors, Vénérable, c'est une question qui est posée à dessein parce que le constat qu'on fait sur le terrain, généralement, lorsqu'un ministre arrive devant les sénateurs, les projets de loi sont tous votés à l'unanimité. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec tel projet? Nous sortons d'une délibération en plénière. Sur un seul article, le Sénat vient de passer 2 heures pour adopter un article. D'accord. Et il s'agissait de quoi? Il s'agissait de savoir qui a le droit d'ouvrir un laboratoire en Côte d'Ivoire. Voici la question qui était posée. J'espère que les Ivoiriens, par la magie des ondes, ont pu suivre ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénat pour savoir c'est quoi cette chambre haute de notre Parlement. Une chambre riche en expertise. Une chambre d'une composition qui lui permet de résoudre, alors là, avec du recul, les défis de notre pays. Nous avons fait intervenir des experts maison, professeurs, médecins, pharmaciens, pour savoir qui a le droit, qui le Sénat peut autoriser à ouvrir un laboratoire. Et finalement, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'il faut avoir été un médecin ou un pharmacien et il faut avoir été spécialisé dans justement la biologie pour pouvoir ouvrir un laboratoire en Côte d'Ivoire. Par le passé, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, il y a une loi qui sort. Et quel est l'objet, la visée? La visée, nous voulons que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne qui arrive pour des analyses dans un laboratoire soit pris en charge par des personnes qualifiées, dans le plein sens du mot. Et c'est ce débat que nous venons de mener avant d'adopter cette loi. C'est pour vous dire que quand vous voyez l'unanimité, ce n'est pas une lettre qui passe à la D'accord, tout a été passé au peigne fin. D'accord. On a parlé d'économie, j'aimerais qu'on aborde les questions d'éducation, d'emploi, de santé. Est-ce que vous pensez que les enjeux de tout ce que je viens de citer là ont été suffisamment au cœur des préoccupations des sénateurs? Oui, en ce sens que
parlant déjà de l'école, tout à l'heure, j'ai fait référence aux réalisations du gouvernement, mais c'est des réalisations qui ont été faites en partenariat avec le Parlement. Parce que certaines de ces décisions, que ce soit par une loi organique ou une loi spécifique, ou même par la loi des finances, qui autorise le président de la République parfois à prendre par ordonnance certaines décisions pour lui permettre de mettre en œuvre son budget, mais quitte à revenir après pour faire ratifier ces ordonnances par le Parlement. En tout cas, nous sommes engagés à faire en sorte que tout ce qui se passe dans ce pays se passe d'abord dans l'intérêt supérieur de la population. Et pour en ce qui concerne le Sénat, de nous assurer que nos territoires, le développement auquel nous aspirons tant, est un développement inclusif et équitable au niveau de nos territoires. Et c'est le rôle que nous jouons. Vénérable, après 5-6 mois de travaux, c'est quoi la décision prise durant cette session qui vous rend plus fier? Déjà, j'ai parlé des territoires, je vais commencer par là. Nous avons organisé un symposium sur les collectivités territoriales, où nous avons invité des collectivités extérieures. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, faire venir des Tunisiens, des Marocains, des collectivités venues d'Europe, d'un peu partout, de manière à faire un brainstorming avec le Sénat et les collectivités de Côte d'Ivoire pour voir quel est le décret de décentralisation dans notre pays et qu'est-ce qui s'est fait ailleurs que nous pouvons intégrer dans notre décentralisation à l'effet d'espérer des résultats probants. Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Voici ce que nous avons fait à travers le symposium. Et le symposium, très bientôt, nous allons sortir les actes de ce symposium et que nous allons partager. Mais ce que j'ai pu dire pour avoir participé aux travaux, c'était un débat riche et instructif qui permettra à la décentralisation en Côte d'Ivoire de prendre de l'envol. On espère que cette info sera le premier média à aborder la question du rapport sur le symposium qui était donc relié aux collectivités territoriales. On a parlé de ce qui vous a rendu fier. C'est juste un pan de ce qui s'est passé pendant les 6 mois. On aura l'occasion d'en parler. On a parlé de ce qui vous rend fier durant cette première session ordinaire. Là, maintenant, je vais aborder avec vous le sujet important qui, selon vous, n'a pas été suffisamment abordé durant ces 6 premiers mois de l'année 2026. Si vous permettez, avant d'aborder ce qui n'a pas été suffisamment abordé, je veux parler aussi d'autres activités qui me rendent beaucoup plus fier. Le Sénat n'est pas seulement une institution dans cette fondation. C'est la maison du peuple pour le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que pour ces 6 mois seulement, la présidente du Sénat, vous la voyez, en dehors de ses activités en tant que maire de la commune d'Abobo, est très impliquée dans la communauté. Il y a seulement 2 semaines, dans ce même bâtiment, nous avons sponsorisé la session du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Près d'1 millier de jeunes, universitaires, collégiens. Pourquoi ça vous rend fier, ça? Parce que le Parlement doit être à l'écoute de la population pour faire des propositions qui règlent des problèmes réels. De façon très concrète. Qu'est-ce que les jeunes ont posé comme problème et comment vous avez pu les aider? Les jeunes, j'ai eu l'insigne honneur de représenter Madame la Présidente du Sénat à cette activité. La première session ordinaire nationale du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. À l'issue de leurs travaux qui ont duré 48 heures, ils ont produit un livre blanc. Un livre blanc où la jeunesse ivoirienne a montré qu'elle refuse d'être assistée, mais elle veut être plus actrice de son développement et de son épanouissement. Un livre blanc a été produit. Qu'est-ce que je peux sortir de ce livre pour partager avec vous? Ils ont parlé de la question de la grossesse en milieu scolaire. Ces jeunes ont réfléchi eux-mêmes pour faire des propositions. Comment faire pour réduire
ou annihiler cette question de grossesse en milieu scolaire, surtout en pleine année scolaire, pour donner plus de chances aux jeunes filles d'achever leur cursus scolaire en Côte d'Ivoire. C'est intéressant que les grands que nous sommes, les adultes que nous sommes, que nous faisions des propositions, mais c'est tout aussi bon que les jeunes eux-mêmes qui vivent ces moments, ces relations qui font que des filles tombent en grossesse durant l'année scolaire, qu'eux-mêmes nous disent, nous les adultes, voilà ce que vous pouvez faire pour nous aider à diminuer ou éradiquer la question des grossesses. Alors, quand les sénateurs entendent tout ça venant de la jeunesse ivoirienne, c'est quoi, comment est-ce qu'on arrive à empêcher que ces jeunes-là deviennent les premières victimes des tensions politiques? La meilleure façon déjà d'éviter de faire de la jeunesse des victimes, c'est d'aller à leur écoute. Et c'est ce que le Sénat vient de faire. Sponsoriser leurs sessions. C'est d'échanger avec eux, de savoir leur point de vue, d'apporter nos points de vue de manière à ce qu'il y ait un dialogue fécond entre le Parlement et la jeunesse. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Un deuxième pas, c'est de ne pas seulement voter des lois, mais c'est de suivre ces lois. C'est d'informer les parents à l'occasion de l'intersection, d'aller sur le terrain et informer les parents. Parce que voyez-vous, certains parents, tous les parents en Côte d'Ivoire ne sont pas instruits. Ils ne sont pas des intellectuels, certains sont des villageois, mais ils aspirent à ce que leurs enfants aillent plus loin que eux. Mais ceux-là, ils doivent vivre dans un environnement qui est régenté par des lois. S'ils ne maîtrisent pas les lois, comment pourront-ils être de bons encadreurs pour leurs enfants? Donc, voter les lois, informer les parents, même les jeunes aussi, les informer de manière à ce qu'ils sachent comment saisir ne serait-ce que le Parlement et en particulier le Sénat. Vénérable, à vous entendre parler, on vous sent très dynamique dans ce que vous dites, très à l'aise. Ça veut dire que le Sénat travaille véritablement. Mais pour beaucoup d'Ivoiriens, encore, cette institution est une institution coûteuse et peu utile. À cela, qu'est-ce que vous répondez? Alors, j'ai souri parce que lors de la session avec les jeunes, c'est une question que j'ai abordée. Voyez-vous, le Sénat a été instauré par la Constitution de 2016. Nous avons pris fonction en 2018 et donc ça fait bientôt 8 ans que nous sommes en activité. Mais parlons des activités parlementaires, c'est-à-dire la votation de la loi. Je me souviens sur la loi du blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Une loi importante qui lutte en même temps contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, parce que les deux vont souvent de pair. Mais la loi qui est arrivée au Sénat comportait une disposition que les sénateurs ont fait changer. On vous dit par exemple que si vous envoyez de l'argent à monsieur ou madame X, et Madame X utilise cet argent dans le cadre du blanchiment, on dit que aussi bien celui qui a fourni l'argent que l'individu X qui a utilisé cet argent dans le cadre du blanchiment d'argent sont fautifs. Alors que celui qui a envoyé peut ne pas savoir. Alors que, justement, vous voyez, mais le Sénat a saisi ces points-là. Dans le cadre de la navette, le Sénat a ramené cette loi à l'Assemblée nationale pour dire attention, nous avons nos jeunes gens, même des pères de famille, qui sont dans la diaspora. Parce que n'oubliez pas que le Sénat aussi fait la représentation de la diaspora ivoirienne. Alors quelqu'un qui est à Washington DC, à Paris ou à Londres, son frère lui dit, je vais acheter un tricycle pour pouvoir me dépanner. Il envoie l'argent pour le tricycle. Si ce dernier utilise cet argent pour une cause autre que le tricycle, pourquoi condamner son frère qui lui voulait l'aider à être indépendant? Nous avons ramené cette loi à l'Assemblée. Elle est retournée jusqu'au président de la République qui est l'auteur de cette loi. Et la disposition a été changée. Il faudrait que cela soit de façon probante démontré
que l'individu avait envoyé l'argent dans l'intention de faire, de faire le blanchiment d'argent avant qu'on ne le condamne. Et non pas le simple fait d'avoir envoyé de l'argent. Ça a été changé. On peut dire, oh, c'est une petite disposition. Mais vous savez combien de prisons cela a sauvé? Des Ivoiriens combien d'Ivoiriens qui allaient avoir peur d'envoyer de l'argent à leurs parents parce qu'ils ont peur de ce que le parent ferait de l'argent et eux, ils ne veulent pas ruiner leur réputation. Cette loi a été changée. Et je peux vous en citer 2 ou 3. Oh. Mais c'est pour dire que le danger, c'est que le Sénat est jeune. Et le Sénat, son objectif, ce n'est pas tellement ce que de paraître, mais son objectif, c'est de faire. Faire, c'est ce que nous faisons. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre engagement dans la communauté. Nous avons déjà fait un forum avec la diaspora. Le deuxième forum est en vue. Nous avons fait 2 forums avec les collectivités. Nous avons emmené une équipe sur le terrain, sur tous les 14 districts à son temps, pour faire une évaluation de la politique publique en matière de décentralisation en Côte d'Ivoire. Mais ce sont des activités que l'expertise qui est contenue dans cette chambre nous permet de faire avec aise. Et en plus de toutes ces activités, cette session, pour parler donc de janvier à juin, au mois auquel on enregistre cette émission, c'est une session qui a été aussi marquée par plusieurs rencontres internationales. Est-ce qu'on doit comprendre par là que la diplomatie parlementaire est devenue un levier stratégique du Sénat? Oui. D'abord, c'est une nécessité. Pour ceux qui suivent un peu la politique en Côte d'Ivoire, très tôt, on avait surnommé même le président de la République, M. Magellan. Mais il savait que pour l'ambition qu'il avait pour la Côte d'Ivoire, il fallait partager cette ambition pour créer des partenariats productifs, fructueux, gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de tous ces voyages que le président de la République a fait. Mais notre République a 3 grandes institutions. Il y a le Parlement, il y a le judiciaire et il y a l'exécutif. Mais nous aussi, dans la même veine, il nous faut aller à la rencontre des autres parlements, à la rencontre des partenaires extérieurs, parce que, voyez-vous, il est bien de rencontrer l'exécutif, mais il est tout aussi important de rencontrer les représentants du peuple que les élus, le Sénat et députés que nous constituons. Et donc, nous partons pour partager la vision de notre peuple, les ambitions de notre peuple, de manière à ce que, de concert avec l'exécutif, nous puissions être les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, de manière à créer davantage de partenariats fructueux pour le développement de notre pays. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Oui. Là, j'ai bien envie de savoir le rôle qu'a joué le Sénat dans la préservation de la cohésion sociale, dans la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, parce que ce qui est constaté généralement, ce sont les tensions autour des débats politiques lorsqu'il y a souvent des élections, par exemple. Vous savez, c'est ça, généralement, la question que vous posez me ramène à dire que la gestion de la cohésion sociale est comme l'atmosphère que nous avons, l'air ambiant. Tant que vous respirez, vous ne vous rendez pas compte que l'air est important. Mais si on vous met dans une boîte où il n'y a pas d'oxygène, mais il suffit quelques secondes pour que vous sachiez que l'oxygène est important. Et donc, la cohésion est une activité quotidienne, importante. Et le Sénat qui a compris que c'est là, s'est engagé. Je vous dis quelque chose, je vous donne un exemple. Le lundi, il y a quelques jours, 15 juin, j'étais à Quibli, envoyé par Madame la Présidente du Sénat pour la représenter à la célébration de la fête des maires du département de Quibli. C'est vrai, ça ne va pas sortir à la télévision. Mais ce que Madame la Présidente, quand il y a Camara recherche, ce n'est pas de paraître à la télévision. C'est de savoir que ses parents, les femmes de Quibli,
seront les actrices de la cohésion à Kwibli. Voilà pourquoi elle a jugé important d'être la patronne de leur cérémonie de fête des mères à Kwibli. Et elle m'a demandé, ça avec beaucoup de plaisir et d'honneur d'ailleurs, j'y suis allé de manière pour la représenter. J'ai écouté ces femmes. J'ai donné le message de cohésion que Madame la Présidente du Sénat m'a confié. Et je pense que les femmes, les centaines de femmes, il y avait plus de 700 femmes du département réunies, venues de tous les villages et les contrées de Kwibli. Ces femmes-là ont écouté Kandia Kamara. Ce n'est pas Kandia Kamara à la télévision, c'est Kandia Kamara à Kwibli. Voici des activités que nous menons qui ne sont pas forcément vues à la télévision, mais qui ont leur impact dans le quotidien des Ivoiriens. Et ce qui importe au Sénat, ce n'est pas de sortir à la télévision. C'est de faire en sorte que, au jour des élections prochaines en 2030, que les femmes de Kwibli se souviennent de cette Kandia lorsqu'elle parlera à la télévision pour dire « Mes sœurs de Kwibli, je vous demande de rester dignes, de rester des femmes de paix, des femmes de cohésion. » Elles sauront qui leur parle. Parce qu'elle est venue d'abord chez elle au village. Il ne faut pas attendre le jour des élections pour commencer à lancer des grands messages. C'est le secret de Kandia Kamara. Alors, en une minute, enfin, au total, combien de projets de loi ont été adoptés durant cette première session? Nous avons plus d'une vingtaine de lois aujourd'hui, puisque juste ce jour même, nous venons d'adopter 11 lois aujourd'hui. Donc, plus d'une vingtaine de lois que nous avons adoptées pour cette session, en plus de toutes les autres activités qu'on a menées. Et dont Vénérable, c'est la dernière question. L'engagement concret que vous prenez à la télévision 7 Info devant les Ivoiriens, et sur quoi acceptez-vous d'être jugé dans les mois à venir? Écoutez, c'est vrai, je parle, mais je suis ici en tant que sénateur. Et j'ai assez côtoyé Madame la Présidente du Sénat pour dire ceci à nos frères et sœurs, à tous ceux qui suivent par des milliers et des millions votre chaîne. Le Sénat de Côte d'Ivoire est une institution de développement. Nous voulons participer à l'effort d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le Sénat de Côte d'Ivoire est un creuset de cohésion et de paix. Voilà pourquoi, de Bondoukou à Toulopleu, en passant par Boaké et même San Pedro et Korogo, nous, le Sénat est sur le terrain, dans la communauté, pour essayer de nous assurer que nos parents, que la population ivoirienne cultive entre elles l'entente, le vivre ensemble et la cohésion. Et donc, ce que nous pouvons projeter, l'engagement que nous pouvons prendre ici devant votre chaîne de télévision, c'est de dire que nous allons œuvrer à faire en sorte que le b.a.-ba de toute société, qui est la paix, soit garanti dans notre pays. Vénérable Djoua Kei Edouard, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir été l'invité de la rédaction de cette info, première chaîne d'information en continu de Côte d'Ivoire. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président de la commission sécurité et défense du Sénat. Mesdames et messieurs, cette interview a été réalisée depuis Yamoussoukro à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. On a terminé. Merci de nous avoir suivis.